On va parler de test d'hypothèse sur la différence de deux moyennes, ou test d'hypothèse sur la comparaison de deux moyennes. Avant de parler de ces tests, on va voir c'est quoi d'abord des échantillons indépendants et des échantillons appariés. Donc, admettons, on a le taux d'insuline est mesuré sur 30 patients avant et après un traitement médical. Donc, on a avant et après. Donc, pour chaque patient, on a deux mesures. Donc, les données sont organisées par paire. Chaque patient est associé à deux mesures différentes. Donc, on parle dans cette situation, d'échantillons appariés. Pour les échantillons appariés, on va voir qu'on va faire un test de student pour échantillons appariés, pour comparer par exemple deux moyennes. Supposons maintenant, au lieu, donc on a toujours un taux d'insuline chez 30 patients. Donc on a 30 patients qui reçoivent un traitement médical et 30 autres patients, un deuxième échantillon, qui reçoivent un placebo. Dans ce cas, toutes les mesures sont indépendantes. Donc on a le premier échantillon, 30 personnes, 30 autres personnes, c'est un deuxième échantillon. Toutes les mesures sont indépendantes. On ne peut pas les organiser sous forme de paires. Donc ici, on a affaire à des échantillons indépendants. Dans ce cas-là, ce qui conviendra d'utiliser, c'est soit un test de student pour échantillon indépendant, ou test normal aussi. On peut faire aussi un test de la loi normale pour échantillon indépendant. Concrètement, c'est quoi? Donc, commençons par donner un exemple précis. On a testé, on veut connaître la taille moyenne d'un citoyen canadien. On prend un échantillon de taille N1. On trouve la moyenne dans cet échantillon X1 bar. La vraie moyenne dans toute la population, c'est mu1 inconnu. Bien sûr, elle pourra être estimée par X1 bar. Donc, dans cet échantillon, on a la moyenne X1 bar à l'écart type SA. On prend un autre échantillon des citoyens américains. On a de taille N2, un échantillon de taille N2. On trouve la moyenne dans cet échantillon X2 bar à l'écart type S2. Et la moyenne des citoyens américains, la taille moyenne, c'est mu2. Admettons, on trouve ici X1 bar, la taille moyenne dans notre échantillon, c'est 170 cm. Et la taille moyenne d'un citoyen américain, donc X2 bar, c'est 168 cm. Alors, on pourra tester l'hypothèse, est-ce que mu1 égale mu2? Est-ce que dans toute la population, on pourra considérer que la taille moyenne des citoyens, c'est la même, que ce soit pour les Américains ou les Canadiens? Est-ce que mu1 égale à mu2 ou non? C'est ça qu'on souhaite. Bien sûr, dans l'échantillon, on voit qu'il y a une différence. Ça, c'est 170, ça, c'est 168. Mais est-ce que cette différence est significative? Ou elle est juste due au hasard de l'échantillonnage? C'est-à-dire, si je prends un autre échantillon ici, peut-être je vais trouver 171, peut-être 172, etc. Donc, le test sur la différence de deux moyennes va nous permettre donc de voir si cette différence, avec des outils statistiques, est-ce que cette différence est significative ou pas. Donc les hypothèses de test sont quoi? H0, c'est que mu1, c'est la même chose que mu2. On a l'égalité des deux moyennes. Et l'hypothèse alternative, il y en a trois possibilités. Soit on a mu1 différent de mu2, ou bien ça pourrait être aussi, peut-être, mu1 inférieur à mu2,
ou mu1 supérieur à mu2. Les hypothèses alternatives, ça dépend du contexte, du problème, qu'est-ce qu'on souhaite tester, etc. Et c'est ça les hypothèses, les tests d'hypothèses. Donc ça pourrait être ça, nos hypothèses de test H0 et H1, avec H1 éventuellement sera remplacé par celle-là ou par celle-là. Voilà l'objectif, donc l'idée générale. Après, au lieu de dire mu1 égale mu2, on pourra dire juste que mu1 moins mu2 égale 0. Donc l'hypothèse H0 sera remplacée par mu1 moins mu2 égale 0, mais c'est la même chose que celle-là. Et l'hypothèse H1 sera l'une de celles-là, soit mu1 moins mu2 différent de 0, ou mu1 moins mu2 inférieur à 0 pour un test unilatéral à gauche, ou mu1 moins mu2 supérieur à 0 pour un test unilatéral à droite. Donc les tests d'hypothèse vont permettre de conclure, soit de garder H0, soit de rejeter H0 au profit de H1, qui pourrait être une de ces trois hypothèses. Donc là, dans cet exemple particulier, j'ai pris deux échantillons indépendants. Maintenant, au lieu de prendre ça, admettons, on cherche le taux d'insuline dans le sang, après avoir pris un traitement médical. Donc, on a affaire à au même échantillon finalement, N1, donc c'est la même taille, N1, N1. Mais on a deux mesures de l'insuline. Une la moyenne, donc le taux moyen de sucre dans le sang avant le traitement, une après le traitement. C'est la même chose. Par exemple, on voit que le taux d'insuline, donc 170, l'unité, ça sera pas centimètre, admettons milligrammes par litre, ou microgrammes, c'est pas par quelle unité de mesure ça se mesure. Donc milligrammes par litre, c'est ça le taux d'insuline. On voit qu'il y a une différence après et avant le traitement, mais est-ce que cette différence est significative? Est-ce qu'elle est due juste au hasard? Et que si on refait des mesures, peut-être on va trouver 671, 172, ou est-ce que cette différence est due à l'efficacité du traitement médical? Est-ce que vraiment le traitement médical est significatif? Finalement, il a un impact sur le taux d'insuline dans le sang. Voilà donc le test ici, on a affaire à un échantillon appareillé, les mesures sont appareillées, donc on va faire dans ce cas-là un test de student par échantillon appareillé afin de conclure si on devait rejeter l'hypothèse nulle H0 ou ne pas la rejeter. Donc bien évidemment, lorsqu'on voit mu1, c'est la moyenne dans la population numéro 1, mu2, c'est la moyenne dans la population numéro 2, leur écart type sigma 1, sigma 2, N1, N2, la taille des deux échantillons, hein, s'ils sont indépendants. Si les groupes sont appareillés, on va juste monter N, la taille de l'échantillon. X1 bar la moyenne dans le premier échantillon, X2 bar la moyenne dans le deuxième échantillon. Des barres, si on a échantillon appareillé, donc on a des observations X1, X2, X3, etc., Xn, Xm, mettre M observation, ou Xn, la taille de l'échantillon. Et là, on a d'autres observations, par exemple après le traitement médical. On va noter X1', X2', etc. Xn'. Là, on peut calculer la différence. Moins, 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 moins. Donc, on peut avoir différence des 1, des 2, des n. On obtient donc une suite d'observations, c'est les DI. Et c'est D, donc on peut calculer leur moyenne. Donc, la moyenne des barres, c'est D1 plus D2 plus Dn sur n. C'est ça que représente des barres ici.
Donc, des barres représentent la moyenne des différences des valeurs provenant des unités statistiques appareillées. Donc, on est dans le cas des échantillons appareillés. SA, S2, c'est les écarts types dans le premier et deuxième échantillon. SD, c'est représente l'écart type des différences des valeurs provenant des unités statistiques appareillées également. Donc, c'est l'écart type des différences. Donc, ces observations, on peut calculer leur moyenne, c'est des barres. On peut calculer aussi leur écart type. Et leur écart type, ça sera S, noté D, SD. Ça, c'est pour les notations. Dans le test d'hypothèse, l'hypothèse nulle, c'est mu1 moins mu2 égale 0. C'est-à-dire, en fait, c'est mu1 égale mu2. Ça, c'est l'hypothèse nulle. Et l'hypothèse alternative, ça peut être une de celles-là. Soit mu1 moins mu2 non nul, mu1 moins mu2 supérieur à 0, ou mu1 moins mu2 inférieur à 0. Chacune, bien sûr, on pourra l'exprimer, par exemple. Celle-là, on pourra dire juste mu1 différent mu2, mu1 supérieur à mu2 et mu1 inférieur à mu2. Comment on va faire le test d'hypothèse? On va utiliser le tableau suivant qui va nous aider à savoir quelle valeur critique, quelle statistique de test utiliser. D'abord, si les deux tailles des deux échantillons sont supérieures ou égales à 30, on va avoir une variable qui va suivre une loi normale N01, sont très réduits, donc c'est la variable Z en fait ici. Z majuscule avec X1 bar, on remplace par X1 bar majuscule moins X2 bar majuscule. La moyenne échantillonnale, ça va suivre une loi N01 en tous les cas. Et la statistique de test, le Z observé, qu'on compare avec la valeur critique, ça sera donné comme ça. Z observé, c'est cette quantité, c'est-à-dire X1 bar moins X2 bar. La moyenne dans le premier échantillon moins la moyenne du deuxième échantillon sur la racine de cette quantité. X1, on a dit, c'est l'écart type du premier échantillon, N1, la taille du premier échantillon. S2, c'est l'écart type du deuxième échantillon, N2, la taille du deuxième échantillon. Ça nous permettra de calculer le Z observé. La valeur critique, on sait comment la calculer déjà, en fonction du seuil de signification du test. Si une des tailles des échantillons est plus petite que 30, on va utiliser la loi de Student. Donc, bien sûr, on a besoin de quelques conditions supplémentaires pour pouvoir appliquer. Donc, on a besoin des outils théoriques qui vont nous permettre de l'appliquer, tels que les variables utilisées suivent toute une loi normale et l'écart type des deux populations est la même à peu près. Dans ce cas-là, on va utiliser une loi de Student. Combien de degrés de liberté? N1 plus N2 moins 2. Attention. Et le T observé, donc le T observé, celui qu'on compare avec la valeur critique, ça va être donné x1 bar moins x2 bar. C'est facile, mais on divise sur toute cette quantité. Et c'est le T observé qu'on compare avec la valeur critique pour pouvoir prendre la décision de rejeter l'hypothèse nulle H0 ou pas. Si on est dans le cas des échantillons aléatoires appareillés, on a besoin de conditions supplémentaires, c'est que la variable des différences des données des valeurs observées suit une loi normale. Donc là, on va utiliser une loi de Student N-1. N, c'est la taille de l'échantillon. On a un seul échantillon, c'est les observations qui sont appareillées. Et la statistique de test, le T observé, c'est D bar sur SD sur racine de 1. Départ, on a dit c'est la moyenne de tous les écarts. Les écarts, c'est-à-dire la différence des observations appareillées. On prend leur moyenne. On divise sur l'écart type de cette différence sur racine de la taille de l'échantillon. On verra des exemples par la suite. Bien sûr, essayez de faire ça, donc essayez de pouvoir calculer avec ce paramètre. Essayez de calculer la valeur de Z observé et de T observé à chaque fois. Donc, mettez la capsule en pause, puis revenez pour voir la solution.
Voilà donc le corrigé de cet exemple. Donc ça, ce Z, c'est Z observé. T observé pour le deuxième cas, avec la loi de Student. Notamment, on a une taille d'échantillon qui est plus petite que 30. Et le deuxième également, on va utiliser la loi de Student. Pour échantillon appareillé, donc là, c'est la distance, la distance moyenne. Voilà donc les réponses pour ce numéro. Donc, prenons l'exemple 5.8. Donc, un producteur d'essence prétend qu'un certain additif réduit. Donc, il y a les mots-clés qu'il faut obtenir pour savoir quel test d'hypothèse. Est-ce qu'un test bilatéral ou unilatéral? Ce producteur prétend qu'un certain additif réduit la consommation d'essence. Pour vérifier si ces affirmations sont vraies, une association de consommation effectue un test d'hypothèse. Il prélève deux échantillons indépendants. Le premier échantillon de 52 voitures. Donc là, les informations N1 égale 52 en quelque sorte. Deuxième, 40 voitures, groupe 2 respectivement, ayant les mêmes caractéristiques, même marque, même cylindrée, etc., etc. La consommation moyenne des 52 voitures qui utilisent l'essence contenant l'additif est de 8 litres par 100 km. L'écart type de 0,5 litres par 100 km. La consommation moyenne des 40 autres voitures est de 8,2 litres par 100 km. Donc les voitures qui n'utilisent pas d'additif. L'écart type étant de 0,4 litres par 100 km. Les échantillons sont indépendants ici. Donc les échantillons sont indépendants. Donc ils sont de grande taille. On a 40 et 52 voitures. Donc on va utiliser un test de la loi normale. Donc c'est la première situation décrite dans le tableau. On décide de faire un test d'hypothèse avec un seuil de signification de 5%. Pour déterminer si la consommation moyenne μ1 est réellement plus faible que μ2. On cherche à voir est-ce que la consommation moyenne, lorsqu'on ajoute l'additif à l'essence, donc est-ce que μ1 est plus petit que μ2? Bien sûr, dans notre échantillon, on voit qu'il est petit. On a 8 ici, 8,0, il a 8,2 lorsqu'il n'y a pas d'additif. Seulement, est-ce que cette différence elle est significative ou elle est juste due à différents hasards possibles, différentes manières d'utiliser le véhicule par les utilisateurs, différentes manières différentes manières de conduire, différents types de trajets, hein. Consommation sur l'autoroute, dans les centres-villes, c'est pas la même chose, etc. Donc, est-ce que cette différence elle est significative au point d'affirmer que l'ajout de l'additif réduit vraiment la consommation de l'essence? C'est ça l'objectif du test. Comment on va faire ce test? Premièrement, la formulation des hypothèses de test. Première hypothèse, H0, c'est que μ1 moins μ2 est nul. Et la deuxième hypothèse alternative, μ1 moins μ2 est négatif. C'est la même chose finalement de dire que première hypothèse nulle μ1 égale μ2. Et l'autre, c'est que μ1 inférieur à μ2. C'est-à-dire la consommation, quand on ajoute l'additif, est plus faible que la consommation s'il n'y a pas d'additif. Le seuil de signification, c'est 5%, c'est une donnée de l'exercice, c'est nous qui le décidons. C'est le risque de rejeter H0 alors que H0 est vrai. Comme le test est unilatéral à gauche, tout le risque va être à gauche. C'est-à-dire, on voit ici, par exemple, tout le risque de 5%, on le met à gauche. La valeur critique, on pourra la calculer avec la loi normale N01, puisqu'ici on utilise la loi normale et non pas la loi du student, à cause des tailles des deux échantillons.
Et on calcule maintenant un Z observé. Si le Z observé tombe quelque part ici, on ne rejette pas H0. S'il tombe quelque part ici, il est dans la zone de rejet, on rejette H0. C'est comme ça qu'on va faire donc le test. C'est comme ça la règle de décision pour ce test. Donc, vérification des conditions d'application déjà pour savoir est-ce qu'on utilise la loi normale ou la loi de Student. On voit les tailles des deux échantillons plus grandes que 30. Donc, on utilise la loi normale sans très réduite. Pas besoin d'aller plus loin. On n'a pas précisé la variable aléatoire ici. C'est pas très important. La valeur critique, vous savez comment on trouve la valeur critique, puisqu'on utilise la loi normale sans très réduite. Et que je mets 5% à gauche. Cette valeur peut être obtenue avec Excel finalement. Il suffit d'utiliser loi point standard, loi point normal, point standard, point n. On lui donne la proba 0,005 et va nous donner moins z alpha. C'est ça qu'on a appelé moins z alpha ou bien moins z005. Ça donne moins 1,64 à peu près. Ça c'est à peu près 1,64. Donc ici il est arrondi à 3 décimales, 1,645. Bon, ça c'est correct. Si vous laissez 2 décimales, ça serait bon aussi. Maintenant, la statistique du test. Calcul de la statistique du test ou bien le Z observé. Puisque là, on va utiliser la loi normale, on va calculer le Z observé. C'est lui la statistique du test. Donc c'est ça qu'on a appelé Z observé. Qu'est-ce qu'on a observé dans nos échantillons? Donc on calcule la première moyenne, moi la deuxième moyenne. Donc, première moyenne c'est 8, deuxième moyenne c'est 8,2, l'écart type 0,5, 0,4 pour le deuxième échantillon, la taille de l'échantillon 52 et 40 pour le deuxième échantillon. On applique cette formule, on obtient le Z observé moins 2,13. On revient à la règle de décision ici. On voit que le Z observé, il est dans la zone de rejet. Il est moins 2,13. Donc Z observé, il est là. Il est plus petit que la valeur critique. Donc Z observé. Donc, en fin de compte, on va prendre la décision. Z observé est plus petit que la valeur critique. Alors, sur la base de cet échantillon, de ces deux échantillons, au seuil 5% qu'on a décidé, en vertu de la règle de décision, on rejette H0. On rejette H0. Donc, on peut penser que l'ajout de cet additif réduit réellement la consommation du carburant. Mais bien sûr, il y a un risque que nous nous soyons trompés dans notre décision de rejeter H0. On a pris le risque de 5%. Donc à 95%, on a pris la bonne décision de rejeter H0. La question est claire. Si on avait utilisé un seuil de signification de 1%, au lieu d'un seuil de 5%, la décision précédente aurait-elle été la même? La seule chose qui va changer dans ce cas-là, c'est la valeur critique. Tous les calculs, le Z observé, tout reste pareil. La seule chose qui va changer lorsqu'on change le seuil de signification, c'est la valeur critique. Donc, lorsqu'on prend un risque 1%, la valeur critique, donc, on met 1% ici, 1% à gauche. On calcule la valeur critique ici avec, en utilisant la loi normale sans très réduite. On va obtenir le Z alpha suivant. Donc la réponse est que non. Donc si on avait pris un risque de rejeter H0 de 1%, la valeur critique serait moins 2,33 au lieu de moins 1,64. Et on voit que le Z observé est plus grand cette fois-ci que la valeur critique. Dans ce cas-là, donc on ne rejette pas H0. Donc si on a pris un risque plus faible, on ne rejette pas H0 dans ce cas-là.
Ça veut dire que dans cette situation, on ne va pas penser que l'ajout de l'additif réduit la consommation de l'essence. Voilà, donc, voilà. Et là, on a pris un risque 1% de nous tromper, c'est-à-dire un risque de rejeter H0 alors que H0 soit vrai, un risque plus faible. Le risque de rejeter H0 est plus faible ici. C'est pour ça que, donc ici, on n'a pas rejeté H0 finalement. Vous voyez bien que la décision peut être différente selon le seuil de signification du test. Un autre exemple. Dans cet exemple, on a à faire un échantillon à parier. Donc, on travaille toujours avec le producteur d'essence mentionné à l'exemple précédent. Et cette fois-ci, au lieu de prendre deux échantillons indépendants qui vont chacun utilise, donc le premier échantillon va utiliser l'essence avec l'additif et le deuxième échantillon l'essence sans additif. Là, on prend un seul échantillon, mais il va avoir deux mesures. Première fois, l'échantillon va utiliser l'essence sans additif, ensuite l'essence avec additif. Donc là, on a affaire à un échantillon de 10 voitures, échantillon appareillé, 10 voitures. On va utiliser le test de Student pour échantillon appareillé. On mesure la consommation de chacune de ces deux voitures dans deux situations. La première situation sans additif et la deuxième avec additif. Et on a bien sûr les observations suivantes. Donc là, sans additif, avec additif. Quelles sont les observations? Premier véhicule, par exemple, on voit bien, on a la même consommation avec ou sans. Ici, 8,1, mais avec additif, on a consommé moins. Ici, c'est la même chose, etc. En tous les cas, première chose pour les échantillons appareillés, c'est de calculer la différence. La différence ici, B, on peut prendre sans additif, moins avec additif, ou vice-versa. Donc, ça dépend, il faut faire attention dans ce cas-là. Dans notre cas ici, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris la différence, donc sans additif moins la consommation avec additif. Ensuite, on a besoin de calculer la moyenne de toutes ces différences. On vient d'obtenir qu'il y a une moyenne de 0,08 litres par 100 km. Donc, la moyenne, c'est une moyenne des différences. En gros, les voitures sans additif consomment en moyenne 0,08 litres de plus que les voitures avec additif dans notre échantillon en tous les cas. Donc ça, c'est la moyenne. On peut calculer également l'écart type par définition l'écart type. Bien sûr, c'est un écart type échantillonnal, donc on divise sur n-1 et non pas sur n. Le calcul va nous donner l'écart type échantillonnal. Maintenant, on pourra formuler les hypothèses de test. Donc l'hypothèse, c'est que mu1 moins mu2 égale à 0. Donc ici, on va faire un test unilatéral à droite au lieu d'à gauche, parce qu'on a changé les définitions. Donc le seuil ici, c'est 1%. On a changé, donc mu1, c'est la consommation moyenne de l'ensemble des voitures en utilisant l'essence sans additif. Alors que dans l'exemple précédent, c'était l'inverse. Et mu2, c'est de l'ensemble des voitures avec additif. Donc l'hypothèse maintenant alternative, c'est unilatéral à droite. Donc mu1 moins mu2 positive. C'est-à-dire, en fait, l'hypothèse nulle, c'est la même chose que mu1 égale mu2. Et l'hypothèse alternative, mu1 supérieur à mu2. Pourquoi ça? Parce qu'ici, mu1, c'est la consommation du véhicule qui utilise l'essence sans additif. Sans additif. D'accord. Là, on a besoin d'un test unilatéral à droite. Le seuil de signification du test, c'est 1%, c'est une donnée.
On va utiliser la dernière ligne. Donc, on va utiliser une loi de student à n-1, c'est-à-dire 9 degrés de liberté, tel que mentionné dans le tableau plus haut. La valeur critique s'obtient avec une loi de student à 9 degrés de liberté, sachant qu'on met tout le 1% à droite. Si je mets 1% à droite, ça veut dire que je mets 99% à gauche. En utilisant loi.student.inverse.n sur Excel par exemple, on lui donne la probabilité 99%, on lui donne les degrés de liberté 9. On va obtenir la valeur critique 2,82. C'est avec cette valeur qu'on va comparer le T observé. Si le T observé tombe quelque part ici, on ne rejette pas H0. Si le T observé va être supérieur à la valeur critique dans cette zone, là c'est la zone de rejet, on va rejeter H0. On va rejeter l'hypothèse qui dit que les consommations sont les mêmes. Donc on voit ici clairement dans ce graphique la valeur critique qui est là. Et le T observé, il peut tomber n'importe où. Mais s'il tombe ici, c'est la zone de rejeté. On rejette H0. Donc on va rejeter H0, c'est si le T observé il est supérieur à la valeur critique. Bien sûr, c'est important de voir ici les différences qu'on avait calculées. Remarquez, on revient à ce tableau. Donc ici, pour la première population, on a appelé mu1, mu2. Et là, puisque j'ai fait un test mu1 moins mu2 supérieur à 0, cette différence doit être donc d1 moins d2. D, ça va être plutôt x1 moins x2. La différence des données, les premières données, moins les deuxièmes. Donc l'ordre est important pour la variable d. L'ordre est important pour la variable d, sinon il va y avoir un signe moins qui va apparaître et ça va changer, ça risque de changer notre décision. Donc bien sûr, la statistique de test maintenant, le T observé, c'est égal à d bar, la moyenne qu'on avait calculée plus haut dans le tableau, sur l'écart type de la différence sur racine de la taille de l'échantillon. Et là, je vous dis que la quantité en bas elle est toujours positive, mais c'est là, elle peut changer de signe si je calcule les différences de façon différente. Donc, il faut faire attention à la manière de calculer la différence des deux quantités. Maintenant, on prend la décision à la fin. C'est quoi la décision? On voit le T observé. Il est plus petit que la valeur critique. La valeur critique 2,82, le T observé 2,53. Ça veut dire que le T observé il est quelque part ici. Il ne tombe pas dans la zone de rejet en tous les cas. Donc, sur la base de cet échantillon, au seuil de 1%, on ne rejette pas H0. On ne rejette pas H0. Donc, il n'y a pas lieu de penser que cet additif réduit la consommation du carburant. Donc, mettre la capsule en pause et essayer de faire l'exemple 5.3. Ici, on fait un test d'hypothèse sur la différence de deux moyennes. Ça veut dire que finalement, ici, peu importe la différence, si on commence A moins B ou B moins A, pas d'importance puisque c'est un test bilatéral. Test bilatéral qu'on effectue. Mettez la capsule en pause et revenez voir le corriger.
peut essayer de voir un autre exemple. Dans le cadre d'une expérience, un psychologue entend montrer que la privation de sommeil affecte la capacité d'accomplir une tâche intellectuelle telle que résoudre un casse-tête par exemple. Donc il prend le temps pour résoudre un casse-tête comme indicateur. Il prélève deux échantillons aléatoires indépendants pour savoir capter les mots-clés. Mais les échantillons sont indépendants, mais de taille quand même 18 et 24. Là, déjà, on comprend que les tailles des échantillons sont faibles. On va utiliser un test de student. Le temps moyen des 18 sujets, donc le premier groupe, le temps moyen pour résoudre les casse-têtes, ils étaient privés de sommeil, donc 4,5 minutes. Et l'écart type, 1 minute. Le temps moyen pour le deuxième groupe, c'est 5,7 minutes et l'écart type, c'est 0,9 minutes. On veut effectuer un test d'hypothèse avec un seuil de 2% pour vérifier si le temps moyen mis à résoudre le casse-tête est plus faible lorsque les sujets ne sont pas privés de sommeil. Premièrement, on commence par faire une notation pour savoir quel test on va faire. Test unilatéral à gauche ou à droite, il faut donner des noms. Premièrement, mu1, c'est le temps moyen que met l'ensemble des personnes qui ne sont pas privées de sommeil. Et mu2, ce sont ceux qui sont privés du sommeil. Donc, c'est le temps. C'est le temps. Mu2, ce sont ceux qui sont privés de sommeil. En fait, bon, l'hypothèse nulle, c'est mu1 égale mu2. Et là, l'autre hypothèse, c'est mu1 plus petit que mu2, puisque mu1, le groupe 1, ce sont ceux qui sont Le groupe 1, ce sont ceux qui ne sont pas privés de sommeil. Donc le temps qu'ont mis ceux qui ne sont pas privés de sommeil. Ils ont pris mu1. On suppose que mu1 est plus petit que mu2. Ceux qui sont privés du sommeil devraient, en tous les cas selon l'affirmation de ce psychologue, prendre plus de temps à résoudre des casse-têtes. Très important donc de formuler correctement l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. Le seuil de texte, c'est nous, on avait choisi, c'est 2%. On voit déjà les conditions d'application. On a deux échantillons indépendants, mais de faible taille. Donc, on a affaire à une loi de student. Donc c'est la deuxième situation du tableau plus haut. Et bien sûr, on va utiliser la loi de student. Le nombre de degrés de liberté, on a des n1 plus n2 moins 2, ça va donner 40. La valeur critique, on utilise la loi de student. On va faire un test unilatéral à gauche. On va laisser 2% à gauche. Donc avec Excel, on pourra trouver la valeur critique ici. Moins 2,123. La règle de décision, bien sûr, on va calculer le t observé. S'il est quelque part ici, on ne rejette pas H0. Si le t observé ici, t observé plus petit que moins 2,12, on rejette l'hypothèse nulle H0. Sans la règle de décision, la statistique du texte, le t observé se calcule de cette manière. C'est une formule affreuse, mais c'est celle-là, c'est cette quantité qu'il faut calculer. X1 bar la moyenne premier échantillon, moyenne deuxième échantillon, etc. N1 c'est les tailles, ça c'est les écarts types. Et on obtient moins 4,08. On voit clairement que moins 4,08, il est plus petit que moins 13. Donc on rejette l'hypothèse H0. Ça veut dire qu'on va accepter l'hypothèse H1 en quelque sorte. Donc on rejette H0. Ça veut dire que vraiment le manque de sommeil réduit en quelque sorte les facultés et les capacités à accomplir une tâche intellectuelle, telle que par exemple résoudre un casse-tête. C'est ça notre conclusion. Donc on rejette l'hypothèse nulle H0. On accepte l'hypothèse H1 qui dit que le temps de résolution est plus faible
dans la catégorie de personnes qui ont eu suffisamment de sommeil. Vous faites l'exercice 5.4, mettez la capsule en pause et revenez pour voir la solution. Donc, je reviens à ce tableau de référence qu'on va utiliser pour les tests de différence de deux moyennes. Lorsque la taille de l'échantillon des deux échantillons est plus grande, on utilise la loi normale pour les valeurs critiques. Selon donc le seuil du test, alpha, on calcule les valeurs critiques. Et quelle valeur critique on calcule? Ça dépend, est-ce on a un test unilatéral à gauche, unilatéral à droite ou test bilatéral. Et on calcule bien évidemment le Z observé, donc qui dépend des deux échantillons. Donc on a affaire à échantillons aléatoires indépendants. Deux échantillons aléatoires indépendants. Ensuite, échantillon aléatoire indépendant toujours, mais en revanche, il y a au moins un des échantillons qui est de taille faible, plus petit que 30. Dans ce cas-là, la statistique de tête suit une loi de Student, donc les valeurs critiques, on devrait les déduire avec une loi de Student, N1 plus N2 moins 2 degrés de liberté. On calcule un T observé qui est donné par cette formule. Et dans le cas d'échantillons appariés, on calcule les différences. Donc, on s'intéresse à la variable D des différences. On calcule la moyenne des différences sur l'écart des différences divisé par la racine de la taille de l'échantillon. Et cette variable aléatoire ça va suivre une loi normale, une loi de Student de degré, avec n-1 degré de liberté. Bien sûr, on a besoin de quelques hypothèses théoriques pour pouvoir appliquer ces tests.